Salut à toutes et à tous, vous êtes sur le Média et vous regardez Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire porté par Nils Wilke. Grâce à son carnet d'adresses, on l'a déjà dit, long comme un jour sans pain, et à sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d'arpenter chaque semaine les dédales de la politique française. Cette émission existe grâce à vous, notre communauté engagée. Si vous souhaitez nous aider à continuer, vous pouvez nous soutenir en souscrivant un abonnement ou en faisant un don mensualisé sur lemediatv.fr/soutien. Votre engagement fait la différence, alors n'hésitez plus, passez à l'action. Au sommaire, Macron est colère, c'est fini, les coulisses du départ du bras droit du président, de son départ de l'Élysée. Marine Le Pen sauvée ou noyée par Richard Ferrand, le Conseil constitutionnel a rendu aujourd'hui sa décision concernant l'inéligibilité d'un élu, ce qui touche indirectement la patronne du RN, on en parlera. Un meeting contre l'islamisme à Paris. Cette rencontre organisée par le lobby pro-israélien Elnet a tourné au lancement de campagne pour Retailleau en vue de la présidentielle de 2027. Nils va nous raconter tout ça. Salut Nils. Salut Théo, salut à toutes et à tous. Alors, entre Macron et Alexis, colère, c'est fini, vraiment fini. Sortons les mouchoirs. Oui, ça y est, cette fois le divorce est prononcé après 8 ans, même 10 ans d'ailleurs, parce que Alexis Colère, avant d'être secrétaire général de l'Élysée, était aussi évidemment au cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy, donc une dizaine d'années auprès d'Emmanuel Macron. Et ça y est, il a fait ses adieux à l'Élysée. Alors des adieux absolument poignants. Emmanuel Macron a confié au Figaro un émouvant communiqué que je vous livre ici. Durant plus de 10 ans à mes côtés comme directeur de cabinet, donc, puis comme secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère a mis toute son énergie, son talent et sa force de travail hors pair au service de notre projet politique et des Français. Il a servi notre pays de manière exemplaire ces années. Je sais combien notre action collective lui doit et je sais qu'il continuera son engagement pour la nation sous d'autres formes. Alors, il n'en ferait pas un peu des tonnes, notre bien-aimé président, Nils ? Oui, alors surtout que le passage sur l'engagement à la nation peut faire sourire après que Politico a annoncé que l'ex-secrétaire général de l'Élysée allait pantoufler à la Société Générale, je te donne dans le mille, et la Banque française d'ailleurs a confirmé ce vendredi matin sa nomination au poste de directeur général adjoint. Alors l'engagement collectif pour les Français en allant pantoufler dans une banque, je laisse à nos abonnés le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Mais c'est vrai en tout cas qu'Emmanuel Macron peut remercier Alexis Colère. C'est lui qui a fait tourner l'énorme machine, comme on dit, de l'Élysée. Pendant 7 ans, il a mangé, dormi, travaillé et pensé Macron, c'est ce que me confie ma source au Palais, au point d'ailleurs d'être surnommé le deuxième cerveau du chef de l'État, le vice-président. C'est dire la place éminente qu'il occupait dans le dispositif présidentiel. Et d'ailleurs, au début du premier quinquennat, donc en 2017, les premières années du quinquennat, les ministres et collaborateurs du Premier ministre demandaient toujours l'imprimature de AK. AK, c'était Alexis Colère. Mais enfin, c'est un communiqué à l'eau de rose qui ne fait pas longtemps illusion. C'est ce que me dit ma source à l'Élysée. S'il part, c'est surtout qu'il veut sauver sa peau. D'autant que l'intéressé se répand dans la presse via des proches ou encore son entourage, entre guillemets. Alors souvent, c'est l'intéressé lui-même qui répond aux journalistes. Quand on dit les proches ou l'entourage, voilà. Et il explique qu'il est usé en fait par l'exercice du pouvoir. Alors, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il est surtout usé par Emmanuel Macron lui-même. C'est un job qu'il a tenu éveillé H24, tant le président est changeant. On l'a amplement documenté sur le média et dans cette émission, Théo, t'en conviendras. Et puis Alexis Colère est usé notamment depuis la dissolution ratée de juin dernier. Il explique qu'il est vidé, c'est ce que m'explique un familier du Palais. Et puis il est aussi affaibli tout simplement par effectivement l'affaiblissement de Macron lui-même, qui n'a plus de majorité à l'Assemblée. Et donc effectivement, il n'y a plus ce pouvoir de décision qui revient au président de la République qui avant avait les mains totalement libres. Et puis
il est aussi fatigué par l'ambiguïté d'Emmanuel Macron, hein, qui refuse toujours de trancher. Le fameux en même temps, on va dire. Et ça, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi des affaires judiciaires, hein. Il y a cette vilaine mise en examen depuis 2022 pour prise illégale d'intérêt dans l'enquête sur les liens familiaux d'Alexis Collère avec l'armateur MSC. Collère est soupçonné d'avoir pris part comme haut fonctionnaire de 2009 à 2016 à plusieurs décisions relatives à l'armateur italo-suisse qui est dirigé, le hasard fait bien les choses, par les cousins de sa mère, la famille Aponte, ce qu'il dément. Et puis, outre cette affaire judiciaire, Alexis Collère intéresse aussi beaucoup nos députés, puisque, alors en 2019, on se souvient que le bureau du Sénat lui avait imputé un faux témoignage après une audition quand même assez tendue devant la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Alors, le parquet avait classé sans suite, hein, quel courage. Oui, j'en prends bonne note. Merci, monsieur le secrétaire général. Dans leur rapport, les sénateurs écriront que lors de son audition, Alexis Collère a retenu une part significative de la vérité. On a bien senti qu'il n'était pas du tout à l'aise et surtout que ça l'agaçait de devoir rendre des comptes. Ces gens-là n'aiment pas rendre des comptes. En sera-t-il de même pour la plainte déposée par Éric Coquerel au début du mois de mars? J'en avais parlé dans cette émission. Le président LFI de la commission des finances de l'Assemblée veut poursuivre Alexis Collère pour son refus de venir s'expliquer devant les députés sur le dérapage des comptes publics. Enfin, pour la petite information, Alexis Collère est remplacé par Emmanuel Moulin. Alors, c'est un petit peu son double, hein. En fait, c'est un haut fonctionnaire qui a dirigé notamment les cabinets de Bruno Le Maire à Mercy, puis de Attal à Matignon. Alors, ce qu'il faut comprendre, hein, dans les directions de cabinet qui sont imposées, qui étaient imposées par le président de la République, c'est qu'en fait, c'était l'œil de Moscou d'Emmanuel Macron dans la place. Et donc, voilà, on va dire que c'est un changement dans la continuité. Alors Marine Le Pen, parlons de Marine Le Pen, elle est fébrile, il paraît, et c'est à cause d'une décision du Conseil constitutionnel qui pourrait paraître à première vue un peu obscure. Oui, on a senti Marine Le Pen et puis le Rassemblement national de manière générale sur la défensive. Alors tu vas me dire, ils sont toujours sur la défensive, mais là, ces derniers temps, ils étaient un peu plus fébriles, hein, encore plus fébriles que d'habitude. Le Pen, est-ce que votre calendrier judiciaire personnel peut avoir une conséquence sur les velléités de censure de votre groupe? Aucune. Aucune. Voilà, je l'ai dit, je le redis très clairement. Et même si demain il y avait une exécution provisoire prononcée par le tribunal de l'inéligibilité qu'il choisirait, eh bien, ça ne m'empêcherait pas du tout de censurer le gouvernement, et y compris pour provoquer des nouvelles élections législatives. Mon cas personnel n'aura aucune influence sur notre capacité à défendre les Français et à prendre les décisions nécessaires pour les défendre. Et pour cause, Marine Le Pen, elle attendait avec impatience la décision du Conseil constitutionnel ce matin, qui vient de tomber et qui pourrait avoir un impact significatif sur son avenir politique. Alors, c'est quoi cette histoire? Bon, alors d'abord, Rassemblement national, on minore cette décision du Conseil constitutionnel, arguant quand même que le parti a un souci principal, c'est surtout le jugement qui est attendu lundi prochain dans le procès des emplois fictifs du Parlement européen, ce qui n'est pas complètement faux. Marine Le Pen, à titre personnel, risque tout de même 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Alors on se rassure, aménageable sous bracelet électronique, il ne faudrait pas enfermer évidemment une politicienne, et surtout la fameuse peine d'inéligibilité de 5 ans, ce qui potentiellement pourrait l'empêcher de se présenter à la présidentielle en 2027. Et évidemment, le Rassemblement national en fait des tonnes sur ce sujet. Regardez. Bien, Jean-Philippe Tanguy, je me souviens tout de même de ce que disait Marine Le Pen en 2013, je la cite, « Quand allons-nous mettre en place l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat ?» C'est exactement ce qu'elle disait. C'était à l'occasion de corruption et de gens qui se sont enrichis sur le dos du contribuable. Là, vous savez, dans cette affaire, il n'y a aucun enrichissement personnel. Alors Tanguy ment effrontément, puisque le parquet considère qu'il y a bien eu enrichissement personnel de Marine Le Pen. Et par ailleurs, la patronne du Rassemblement national a bien exigé l'inéligibilité à vie en cas de détournement de fonds publics. C'était en 2013. Attention, séquence pépite, c'est une régalade.
Moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Et oui, pourquoi pas? Tiens. Ah oui, pourquoi pas, tiens. Alors, les sages, dont Richard Ferrand, puisqu'on rappelle que le Conseil constitutionnel a été renouvelé à tiers, ce qui a attiré pas mal de critiques sur ces nouvelles nominations, ont rendu leur décision ce matin à 10h sur la constitutionnalité d'une exécution provisoire prononcée pour une peine d'inéligibilité, comme c'est le cas pour la patronne du Rassemblement national. Oui, j'ai réussi à le dire en entier. Alors, la question, en fait, c'était celle-ci. Marine Le Pen doit-elle être empêchée de se présenter à toute élection, y compris la présidentielle en 2027, avant d'avoir épuisé tous les recours en appel? Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'affaire qui a été jugée ce matin par les sages, elle concerne surtout d'abord les élus locaux, puisque c'est un élu local de Mayotte, Rachadi Sindou, qui a été contraint à une démission immédiate dans une affaire judiciaire, après avoir été condamné, et non un élu national. Et donc, les juges, en fait, ils ont un petit peu joué les Ponce Pilate dans le camp de Marine Le Pen et du Rassemblement national. On espérait que le Conseil constitutionnel fasse primer la liberté de l'électeur sur une décision de justice non définitive. Bon, c'est un peu raté, puisque ce matin, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il revient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit d'éligibilité et à la liberté de l'électeur. Donc c'est au fait une manière de se défausser sur le juge qui doit motiver sa décision, et puis ça revient un petit peu au Conseil constitutionnel de se laver finalement les mains de cette décision. Alors j'ai quand même consulté le constitutionnaliste Jean-Philippe Derozier qui intervient très souvent dans cette émission, et voici son analyse. Les peines doivent être personnalisées. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est qu'effectivement, on peut tout à fait le percevoir comme une forme de message en vue de la décision de lundi prochain. On verra quelle application, quelles conséquences en tireront les juges correctionnels lundi, mais on pourrait imaginer que Marine Le Pen soit condamnée à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire de 18 ou 20 mois, par exemple, ce qui ne l'empêcherait pas d'être candidate à la prochaine élection présidentielle, pourvu qu'elle se tienne au beau moment, et ne lui permettrait pas, en revanche, d'être candidate à des élections intermédiaires s'il devait y en avoir. Alors c'est d'abord un revers, Théo, pour Louis Alliot, surtout l'ex-compagnon de Marine Le Pen, qui est lui aussi prévenu dans ce procès pour emploi fictif au Parlement européen, et dont le mandat de maire de Perpignan est directement lié au jugement de lundi. S'il est reconnu coupable, il encourt lui-même une peine de 18 mois d'emprisonnement quand même, dont 12 avec sursis, donc 6 mois ferme, 30 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Et d'ailleurs, preuve que sa situation est quand même assez bancale et suspendue à cette décision, il y a un collectif qui s'appelle Perpignan Autrement au niveau local, qui a été lancé l'an dernier par une centaine de personnes. Alors il y a des représentants du PS, du PCF et du Centre, et ils se préparent déjà pour des municipales en 2026. Et c'est vrai qu'au Rassemblement national, cette décision, ça ne va pas arranger le moral des cadres et des élus du parti qui ont déjà un petit peu le moral dans les chaussettes à cause de cette affaire. Et puis, alors, il y a deux attitudes. Soit ils regardent le bout de leurs chaussures, ou ils appliquent la méthode Coué comme Sébastien Chenu. Regardez, tiens. Un mot pour conclure, je reviens au début de notre échange. S'il se passe ce qui est possible, une condamnation de Marine Le Pen, voire avec une exécution provisoire, c'est-à-dire application immédiate, Jordan Bardella, il est prêt. Il est prêt pour une présidentielle en 2027. Il est prêt à assumer la responsabilité tout seul, à demain parler à Trump, à Poutine. Voilà, réponse lundi. Maintenant, on va évoquer Bruno Retailleau, le très actif ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui a fait encore parler de lui à l'occasion d'un meeting organisé par le lobby israélien pro-israélien Elnet, et un meeting qui avait des allures de lancement de campagne, Nils.
Oui, alors d'abord il faut revenir un petit peu sur, si tu le veux bien, sur l'organisation de ce meeting parce que on a appris donc en début de semaine, c'était d'ailleurs annoncé dans le Parisien en exclusivité, hein, avec le bandeau exclusif, un meeting contre l'islamisme avec 2 ministres du gouvernement de François Bayrou en guest star. Et derrière ce meeting, un mystérieux collectif qui s'appelle Agir Ensemble. Hein, donc le meeting a eu lieu mercredi 26 mars. Mais bizarrement, nos confrères du Parisien n'ont pas donné en fait les noms des organisateurs derrière ce fameux meeting. Donc c'était quand même un peu surprenant. Tu me connais, ça a piqué ma curiosité et donc j'ai un petit peu investigué, j'ai un petit peu enquêté pour savoir qui se cachait derrière cette manifestation. Alors surtout que ils en ont fait un petit peu des tonnes. Hein, le communiqué de presse qui a été publié tel quel presque par le Parisien, annonçait 4000 personnes, hein, dont des personnalités de premier plan engagées dans le combat pour les valeurs de la liberté et de la démocratie. C'est ce qu'on pouvait lire sur le communiqué. Et puis un combat de la vérité au corps à corps, s'il le faut, contre les ennemis de la République et de toutes les démocraties. Dis donc, ça promettait du lourd. Voilà. Alors, le petit souci quand même, c'est qu'en fouillant un petit peu sur les sites en fait internet qui annonçait l'événement de ce collectif, je me suis aperçu en fait que c'était derrière le fameux lobby d'influence pour Israël, très actif par ailleurs à l'Assemblée nationale et au Sénat, Elnet pour European Leadership Network, et c'est un lobby d'influence en fait qui est tout simplement pro-gouvernement israélien, donc pro-Netanyahou, évidemment très à droite, voire à l'extrême droite. Derrière, en fait, ce collectif, il y a donc la marque Delnet avec son président, Aryeh Ben Semoun, qui était effectivement présent mercredi. Alors, dans le public, on a pu croiser, outre Valls et Retailleau, 2 députés macronistes. Hein. Il y avait Constance Le Grip, Caroline Yadan, hein, évidemment la nouvelle voix de Netanyahou en France après la défaite de Meir Habib aux dernières législatives. Il y avait aussi des eurodéputés LR, hein, très très à droite là encore, à la droite de la droite, François-Xavier Bellamy, ou encore la ministre déléguée chargée de la ruralité, Françoise Gatel, qui est aussi vice-présidente de l'UDI, centre droit. Il y avait l'acteur-réalisateur Yvan Attal ou encore le chanteur Enrico Macias qui s'est fait remarquer pour ses prises de position pour le moins problématiques sur le conflit israélo-palestinien, comme on l'appelle. Alors en fait, ce fameux meeting, hein, soi-disant contre l'islamisme, en fait viré au meeting électoral pour Bruno Retailleau. Et d'ailleurs, c'est assez drôle puisqu'au cours de la soirée, la directrice de l'Observatoire européen des fondamentalismes, Fadila Maharoufi, a même fait un lapsus qui a été repéré d'ailleurs sur Internet. Il ne faut jamais céder, comme l'a dit tout à l'heure le Premier ministre. Mais non, en fait, c'était le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Voilà, donc on voit bien que, en fait, de lutte contre l'islamisme, en réalité, c'était évidemment un tremplin pour notre ministre de l'Intérieur, qui ne cache pas ses ambitions pour 2027, puisqu'il est en pleine campagne pour effectivement devenir président, arracher la présidence des Républicains, et donc en réalité, effectivement, sous prétexte de lutter contre l'islamisme, contre les extrémismes, c'était surtout la défense du gouvernement israélien, de la politique menée par Benjamin Netanyahou, et puis l'offensive israélienne sur Gaza, qui, rappelons-le quand même, lors d'un dernier décompte, a fait plus de 40 000 morts. Alors, il y avait d'autres intervenants, hein. Il y avait l'universitaire Florence Bergeau-Blacker, qui est quand même extrêmement controversée pour ses propos sur, on pourrait même dire son obsession contre l'islam. Il y avait aussi Bernard Rougier, qui est considéré comme un spécialiste de l'islamisme au Moyen-Orient, pour rappeler les différences fondamentales entre l'islam et l'islamisme. Mais enfin, il y a eu aussi beaucoup de propos anti-islam qui ont été prononcés. Et d'ailleurs, il y avait aussi la présence d'Eugénie Bastier, hein, qui est journaliste au Figaro, qui est devenue l'égérie des réactionnaires, qui était invitée comme modératrice. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, beaucoup de discours anti la France insoumise. En voici un petit extrait. Quand on interroge sur la confiance accordée à différentes personnalités politiques pour lutter contre l'islamisme, clairement,
Marine Le Pen arrive en tête, mais le duo Beauvau-Vendôme, à savoir Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, arrive à un niveau très élevé et sont cités par une énorme majorité à la fois du bloc central et de sympathisants LR. En bas de tableau, les deux personnalités de gauche testées, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon. 82% des Français considèrent que Jean-Luc Mélenchon ne mérite pas une forme de confiance pour lutter contre l'islamisme. Notons que seuls 50% de son électorat de 2022 lui fait confiance pour lutter contre l'islamisme. Et ben voilà, des oreilles ont dû siffler, Nils. C'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et puis, tout ce petit monde, en fait, fonctionne en vase clos. Alors, je dois te dire que la présence de Manuel Valls et de Bruno Retailleau à ce fameux meeting a mis, a suscité un certain embarras au sein du gouvernement en haut lieu. J'en parlais avec le conseiller d'un ministre éminent qui pourtant est très à droite au gouvernement. C'est pas un ministre entre guillemets gauchiste qui me disait c'est quand même un événement problématique, controversé. Il me dit, moi, j'enverrai pas mon ministre dans un événement de ce genre. Et puis surtout, le fait que Elnet ne se soit pas annoncé comme tel, mais se soit réfugié derrière un collectif qui était en fait un faux-nez de l'organisation, ça a aussi suscité un certain malaise. Il y a aussi un certain embarras au sein du gouvernement, tout simplement parce que toute la soirée a été dédiée à des propos qui étaient contre les musulmans en France, contre le voile. Le mot a été prononcé des centaines de fois. Et donc, en réalité, évidemment, c'est pas forcément la position officielle que voudrait afficher le gouvernement. Alors, on avait interrogé avec mes collègues de Off Investigation la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, d'abord sur cet événement et puis ensuite sur le lobbying exercé par Elnet. Et vous pouvez voir sa réponse qui est quand même assez embarrassée. Je pense par exemple à des ministres actuellement en exercice comme Manuel Valls, Bruno Retailleau, Aurore Berger, Annie Genevard ou encore Benjamin Haddad, qui ont publiquement approuvé ou se sont affichés avec cette organisation. Est-ce qu'il y aura des recommandations à faire vis-à-vis de ces ministres pour clarifier la position de la France vis-à-vis de ce discours ? Écoutez, c'est un sujet que je n'ai pas abordé avec le Premier ministre, donc je reviendrai avec vous mais, sur cette question si vous le souhaitez, mais je ne souhaite pas aller plus loin aujourd'hui. Eh oui, elle cherche ces mots. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis alors, en fait, de réunion publique sur la lutte contre l'islamisme, est-ce que au fond, ce n'était pas tout simplement une réunion publique pour stigmatiser les musulmans ? Je pose la question. Et moi, j'ai une petite idée de la réponse, mais enfin, dites la vôtre en commentaire. Merci Nils. Merci à toi Théo, salut à tous. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via l'adresse contact@lemediatv.fr. Si vous nous regardez à la télé, partagez cette vidéo, mettez des petits pouces bleus, enfin des petits pouces en haut désormais. Regardez-nous sur YouTube, mais également sur le canal 165 de la Freebox et sur Molotov. Et si vous le pouvez, bien entendu, sautez le pas, devenez sociétaire, abonnez aux donateurs du média en allant sur lemediatv.fr/soutien. Restez connectés aux médias.